En fait, je suis Luciana Ouzima et je suis contente d'intervenir sur mon travail de recherche autour de la représentation des femmes dans la stature publique que je pose déjà en termes de surreprésentation, comme évoqué dans le sujet, mais aussi par rapport à leur invisibilité. C'est comme dire rapidement, on est dans cette dynamique aujourd'hui, la parité est de plus en plus sollicitée. OK, d'accord, on s'en vient avec, mais au final, on vous dit, OK, et on est dans la parité, mais en termes de pouvoir, eh bien, il reste encore des questions. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez voir mon écran? Oui. Oui. Maintenant, ça va? Oui. D'accord, merci beaucoup. Oui, merci. Eh bien, ce qui m'a amené, en fait, à ce travail de recherche, ou en gros, ce qui a été ma préoccupation, c'est de comprendre, en fait, comment les héroïnes de l'ornie indigène sont représentées dans la stature publique, mais surtout, si on devrait prendre, par exemple, dans une perspective féministe, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Quand on voit l'espace public en Haïti par rapport au rôle et à la place qu'occupent les femmes, par rapport à leur positionnement, comment elles marquent l'espace, comment elles marquent leur empreinte sur l'espace. Est-ce que ça visibilise leur acquis historique? Est-ce que ça les présente comme étant des héroïnes, comme des actrices, comme des modèles identificateurs que dans cette même lutte pour l'égalité aujourd'hui, on pourrait se dire, OK, voilà nos modèles, voilà ce qu'elles ont fait et voilà comment nous-mêmes nous pouvons nous inspirer de leur stratégie de résistance, de leur lutte pour continuer en fait cette lutte vers la liberté qui est tant débattue aujourd'hui. Aussi, la question qui a guidé ces réflexions, c'était de comprendre en fait l'espace public. Qu'est-ce qu'il nous dit sur la représentation des femmes? Parce que la façon dont les femmes marquent l'espace pourrait nous informer aussi sur l'implication des femmes dans les politiques publiques. Comment les décideurs politiques, comment ils intègrent les acquis, les apports des femmes dans l'espace public. Si on voit les femmes, ça veut dire quelque chose. Si on ne les voit pas, ça veut dire quelque chose. Mais les voir aussi peut nous aider à nous questionner comment elles sont représentées. Et c'est un peu ce qui m'a amené à comprendre, par exemple, comment s'élaborent les mécanismes de l'héroïsme des femmes révolutionnaires dans la commémoration du 150e de l'indépendance d'Haïti. Et pour comprendre aussi cette invisibilité, quand on y fait référence, c'est quoi ces impacts? C'est quoi ces impacts? Aujourd'hui, par exemple, pour moi, en tant que citoyenne, en tant qu'individu, quand je vois, par exemple, qu'il y a une prédominance des héros dans l'espace public et que je ne vois pas les femmes, qu'est-ce que ça a comme impact sur nous? Et de façon un peu plus loin, et sur l'émancipation sociopolitique des femmes contemporaines. Eh bien, c'était un peu dans ce sens-là que je voulais amener, en fait, ce problème. Mais cette préoccupation, elle est partie aussi de cet instant. C'est que au lendemain de la guerre de l'indépendance, alors que sous les plumes des historiens et des historiennes, nous connaissons en fait des figures qui ont marqué cette révolution depuis le Marronat jusqu'à l'ultime guerre. Et pourtant, au lendemain, il y a une absence des femmes, par exemple, dans la signature, de leur signature dans la de l'indépendance. Si on prend le acquis historique, eh bien, il va sans dire, OK, dans l'imaginaire collectif haïtien, on en parle. Mais comment on en parle? Comment elles sont représentées? Comment elles sont visibilisées? De même, dans les histoires, dans les livres d'histoire qui sont enseignés dans les écoles, eh bien, il y a déjà un héroïsme excessif des hommes. Ce que, on parle d'eux, on met avant leur bravoure, on met avant leur courage, on met avant leur implication. Et aujourd'hui, par exemple, comme un auteur comme Augustin pourrait le dire, c'est que même l'haïtien dont le niveau de scolarisation est le plus bas connaît en fait les héros, leur implication. Mais en ce qui a trait des femmes, on ne peut pas dire autant. Donc, c'est ce qui m'a porté à m'intéresser en fait à l'invisibilité pour comprendre un peu comment cette présence-là, elle est traduite.
C'est quoi les formes d'invisibilité qui marquent les acquis historiques des femmes ou du moins leur mémoire dans l'espace public? Et la commémoration du 60e de l'indépendance d'Haïti par rapport à certaines places qui ont été aménagées aussi pourrait me servir d'étude pour comprendre en fait comment cette invisibilité-là, elle traverse les différentes places. Parce que je me suis demandé, OK, dans le patrimoine culturel haïtien, comment peut-on comprendre en fait ce legs des femmes? Parce qu'on parle de patrimoine. Déjà, ça m'amène en fait à cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Parce il faut avouer que la langue française, en fait, au niveau genre, eh bien, elle comporte beaucoup et d'inégalités, puisqu'elle a tendance, en fait, à mettre en avant un genre sur un autre. Mais cela ne s'arrête pas seulement dans la dynamique grammaticale et on parle de genre féminin ou masculin, mais même en posant aussi la question du patrimoine, il y a les pères, il y a les aïeux qui sont mis en avant et par rapport aux femmes. Et ça m'a amené justement à me demander, par rapport à une personne qui réfléchit sur la question, pourquoi on ne parle pas d'héritage? Pourquoi on ne met pas en avant les femmes, c'est-à-dire les matrimoines? Pourquoi on n'en parle pas? Donc, c'est comme dire que j'invite à ce qu'il y ait une lecture anthropocène qui soit plus inclusive, qui soit plus neutre, qui puisse rendre justice, en fait, à l'apport historique des femmes. Parce qu'elles sont bien connues, ces femmes. Si on prend, par exemple, Sanité Belair, eh bien, c'était une lieutenant-sergent. Elle a combattu contre l'expédition Leclerc. Il y a Marie-Claire Heureuse aussi, c'est une femme lettrée. Et en plus, c'est l'impératrice. Pourquoi elle n'est pas représentée dans la statue publique? Il y a Marie-Jeanne Lamartinière. Bien sûr, on parle d'elle dans l'imaginaire collectif haïtien, ou par exemple, on dirait d'une femme brave, courageuse. Ah, son mari, Jeanne, comme ça. Donc, son femme qui n'a pas peur rien, qui n'a pas peur braver danger. Mais entre-temps, on a d'autres femmes comme Victoria Moncourt, Guillaumette Charlot, Henriette Simard. Pour moi, il est important, en fait, que le nom, les acquis de ces femmes-là soient visibilisés dans la stature publique. Parce que quand on commémore, c'est comme on fait un rappel du passé. Et la statue, justement, vient s'imposer comme étant ce repère qui permet de symboliser, en fait, cette mémoire, de le fixer dans le temps. Aussi, quand on a les places publiques, eh bien déjà, ça remplace un peu les livres d'histoire où on peut, avec, par exemple, n'importe quel guide, peut, en s'appuyant sur les statuts, remonter en fait à cette histoire qui fait autant notre fierté. Donc, commémorer, c'est rappeler le passé, mais en fait, le patrimoine, c'est aussi ces éléments hérités du passé et qui sont valorisés dans une société. Et moi-même, c'est par rapport à cela que je viens. Parce que ces lieux de mémoire que constituent les classes, comment elles reconstituent le récit national, comment elles reconstituent l'histoire, comment elles mettent en avant les identités des personnes qui traversent la mémoire collective. Parce que la statue, c'est une image. Et une image, comme on a l'habitude de le dire couramment, vaut 1000 mots. Quand on voit une statue, ça s'impose. D'ailleurs, et certains pays, par exemple, en ont parlé comme étant un vecteur de mémoire, mais aussi comme étant un outil pédagogique. Parce qu'avant, pour former les gens, on utilisait les statues, par exemple, pour transmettre des connaissances. C'était un peu comme un substitut des livres d'histoire. Mais c'est aussi un outil de communication parce que quand on voit la statue, ça vous parle. Et maintenant, qu'est-ce que vous décodez comme message? Par exemple, quand vous allez sur les champs de Mars, pour ceux et celles qui ont eu l'occasion de le fréquenter, quand vous voyez, par exemple, ces héros super et fièrement érigés, eh bien, ça vous communique quelque chose. Mais quand on ne voit pas les femmes, ça vous communique aussi quelque chose. Entre-temps, il y a eu l'érection, l'aménagement de la place de Catherine qui est tardivement aménagée et justement qui pose problème. Comment elle aménage? Comment elle est aménagée? Combien de personnes sont au courant de l'aménagement de la place de Catherine Flon? Elle n'a pas de statut, c'est une place qu'occupent les marchands ambulants, les artistes et tout. Rien qu'à faire une différence par rapport à la statue ou aux places
des héros, on peut déjà voir cette différence. Cette différence, justement, qui m'amène à reposer le statut des femmes dans la stature publique, mais aussi par rapport à leur statut dans différents domaines et à différents niveaux aussi. Parce que parler des femmes dans l'économie, ça donne à penser. Parler des femmes, par exemple, dans la politique, eh bien, on n'en a pas beaucoup qui aient pu accéder, par exemple, et au niveau exécutif. Et en ce sens-là, la représentation, pour moi, elle était clé parce que la représentation, elle visibilise, elle met en lumière, elle offre une présence au sujet. C'est comme dire dans ce temps qui est marqué, en fait, par la visibilité, c'est que la personne qu'on voit, c'est la personne qu'on connaît. Et c'est la personne qui existe aussi. Donc, en ce sens-là, quand on ne voit pas les femmes, c'est comme dire, elles n'existent pas. Et la mémoire, si elle n'est pas nourrie, si elle n'est pas entretenue, c'est comme dire, ça va tomber dans l'oubli. Donc, pour moi, parler des femmes, justement, dans les espaces publics, dans la stature publique, c'est comme une forme de justice par rapport à leurs acquis. Ça ne doit pas tomber dans l'oubli. Cette connaissance du monde que nous offrent les statuts, elle doit mettre en avant, elle doit construire une réalité qui soit juste, qui soit équitable, qui puisse mobiliser les discours de sorte à mettre en avant autant l'apport des hommes que des femmes, parce qu'on a besoin de ça aujourd'hui. Aussi, ça pourrait rentrer, par exemple, dans la dynamique de Nancy Fraser, pour voir, par exemple, cette exclusion qu'il y a dans la représentation ou cette invisibilité comme une forme, cette invisibilité comme une forme d'exclusion dans l'ordre politique. Donc, moi-même, je parle d'invisibilité parce que pour moi, il ne suffit pas seulement de s'arrêter à la sous-représentation parce que c'est plus fort que cela, parce qu'on pourrait avoir une femme qui est représentée, mais la façon dont elle est incarnée, la façon dont elle est symbolisée pourrait servir de modèle identificateur et dans nos luttes, elle pourrait s'imposer. Mais comment elles sont représentées? Et c'est ce qui m'a porté, par exemple, à voir l'invisibilité à la lumière de différents auteurs qui, chacun ou chacune, l'aborde différemment. Par exemple, pour parler de l'invisibilité, Honnête voit ça, Axel Honnête voit ça plutôt comme un déni de reconnaissance. Excusez-moi, comme un déni de reconnaissance. C'est comme dire une reconnaissance qui est négative, une reconnaissance qui ne met pas en avant l'apport de ces personnes-là vraiment. Mais ça pourrait être aussi dans la lecture de Nancy Fraser comme une masculinité qui est dépréciée, une masculinité qui est valorisée contre une féminité qui est dépréciée et pour laquelle elle propose justement une justice sociale. Parce que voir, par exemple, la place de Vertière, la façon dont les femmes sont symbolisées, eh bien, il y a justement 4 hommes parce qu'il y a 4 hommes vivants, parce qu'il y a quand même un monument aux morts aussi, il y a un cheval mort et puis il y a 2 femmes. Si on prend la place de Vertière et au nord du Cap-Haïtien, eh bien, les quatre hommes, ils sont debout, en position debout, avec leur uniforme, avec leurs armes. On peut facilement voir que ce sont des combattants, ce sont des militaires, mais pour les femmes, on a 2 femmes qui sont en position de soumission, à genoux et près des morts, et qui puissent nous interpeller nous-mêmes, n'importe quelle personne qui irait eh bien, pourrait se dire, OK, est-ce que les femmes, si je devrais reprendre pour Stell Snitter, est-ce que les femmes sont des héros comme les hommes? Si on va aussi sur la place d'hommes de la ville des Gonaïves, c'est la cité de l'indépendance, mais on ne voit pas la place des femmes, on ne voit pas la visibilité des acquis historiques des femmes. Quand on va aussi sur le champ de Mars, c'est vraiment de façon tardive qu'une place a été aménagée à la mémoire de Catherine Flon. Mais même là encore, on pourrait se poser la question, pourquoi Catherine Flon? Quand on sait que c'est une place d'armes, on a des guerrières connues, pourquoi Catherine Flon? Pourquoi pas Sani Bélair? Pourquoi pas Marie-Jeanne Lamartinière? Donc, cela nous amène justement à questionner le choix des acteurs, des décideurs politiques. Par exemple, Leblanc poserait en fait cette question d'invisibilité comme étant une exclusion. Parce que c'est comme, par exemple, quelqu'un qui ne prend pas part à l'espace public. Mais cette exclusion pourrait être
poser aussi par rapport à cette question, qui a droit à l'espace public? Et en fait, ce qui est important aussi, c'est que les statuts, eh bien, ce sont des espaces de reproduction, ce sont des espaces et de pouvoir. Et c'est ce qui m'a amené à voir, en fait, le statut des femmes qui sont reproduits, en fait, dans ces représentations. C'est un peu comme je vous expliquais. On a ces deux femmes en position de soumission et qui pourraient se référer à la subordination, comme noté par, et le blanc, par exemple, et puis les hommes qui sont fièrement debout. Donc, maintenant, pour la place de Catherine Flon, où il n'y a pas de statut, eh bien, ça pourrait se poser aussi comme étant un vide social. Donc, cet aspect-là me permet de dépasser la représentation pour la questionner en termes d'invisibilité. Parce que l'invisibilité, c'est pas comme dire qu'on ne vous voit pas. Vous êtes là, mais votre implication n'apporte pas une valeur ajoutée au groupe. Parce que quand on voit les femmes, par exemple, en position de soumission, comment si on devrait récupérer ces combats-là de façon historique, comment cela pourrait inspirer d'autres femmes, des femmes à genoux, ça n'inspire personne, sinon que ça inspire de la pitié. Et justement, ça pose problème. Et en ce sens-là, c'est un peu pour moi d'utiliser comme méthode l'ethnographie multisite pour comprendre dans le cadre de ma recherche et comment, en fait, à travers ces trois grandes places publiques, des Gonaïves, du Cap-Haïtien à Port-au-Prince, comment l'invisibilité traverse la mémoire des femmes qui est transmise dans la statuaire publique. Donc, tout cela, vraiment, c'est pour noter au niveau du patrimoine culturel haïtien une inégalité. Parce que quand on prend le statut des femmes, qu'il s'agit par exemple de leur accès aux ressources, eh bien, le plan stratégique de pays, par exemple, estime à 71% des femmes qui ne possèdent ni terre ni habitation. Au niveau économique, les femmes sont moins rémunérées. Si on devrait prendre, par exemple, au niveau mondial, à compter jusqu'à 10 personnes, si je ne m'abuse, sur les personnes les plus riches, je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de femmes et qu'il y a une femme. De même aussi pour le niveau de scolarisation, les femmes sont les moins scolarisées. Et jusqu'en 2009, c'était estimé à 65%. Maintenant, qu'est-ce qui est fait pour qu'on en vienne à dépasser ce stade-là? Bien sûr, il peut y avoir des politiques d'équité. D'ailleurs, il y a des efforts qu'on peut déjà mettre en avant, comme par exemple pour la politique. Jusqu'à aujourd'hui, seulement 3 femmes ont pu atteindre le niveau exécutif à travers Erta Pascal Trouillot et puis il y a Colaudet, il y a Madame Duvivier Pierre-Louis. Maintenant, cette politique d'équité sur un quota de 30%, on peut aussi questionner. Eh bien, ce qui est à noter aujourd'hui, c'est qu'on parle d'égalité. Il faut qu'il y ait une égalité des chances. Quand on parle de l'égalité, on ne parle pas du sexe biologique où les femmes devraient prendre la place des hommes, où les femmes devraient détrôner les hommes. Non, on parle de l'égalité des chances, de l'égalité des droits, des politiques équitables qui doivent s'appliquer autant aux hommes et autant qu'aux femmes. Et par rapport à ce problème, j'ai quelques pistes de solutions. Ce serait vraiment qu'on rentre la visibilisation des acquis historiques dans une démarche éducative, que ce soit à travers des dépliants, des manuels scolaires, des activités culturelles, scènes de théâtre, lecture, poésie illustrative, qu'on puisse les visibiliser aussi dans les statuts, parce que on sait que les statuts, c'est une forme de pouvoir, l'espace public. En fait, ça rentre aussi dans cette lutte. Maintenant, comment on devrait visibiliser la mémoire des femmes dans la toponymie, les noms de rue, dans les espaces de savoir, l'université, la bibliothèque. On devrait créer des chaires de recherche au nom des héroïnes, juste pour visibiliser leur mémoire, donner des subventions par rapport à cela, octroyer des bourses d'études et j'en passe. Donc, c'est à ce type-là que j'ai voulu partager mes réflexions par rapport au rôle et à la place des femmes dans le patrimoine culturel haïtien qui mérite d'être posée en fait dans ces espaces. Et je vous remercie aussi pour m'avoir permis de partager ces réflexions. Alors, merci. À la question de l'inégalité des femmes, comment dire, en quoi cette question peut participer à une étude du problème des inégalités des femmes. C'est-à-dire
à une meilleure compréhension pour des inégalités de genre, de sexe en Haïti. Et en quoi la notion de patrimoine peut participer à résoudre ce problème. D'accord. En fait, déjà, le fait de parler de matrimoine, pour moi, ce serait mettre en avant l'apport des femmes et qu'est-ce qu'elles ont fait. Et ce serait les visibiliser par rapport à leur implication. Parce qu'il va sans dire que les femmes sont détentrices de capitaux multiples, économiques, sociaux, sociaux, culturels. Mais maintenant, lorsqu'on n'a pas ces traces-là, de sorte à les édifier comme étant des rôles modèles, comme on avait dit tout à l'heure, eh bien, le fait qu'on ne permet pas on ne crée pas des espaces qui puissent partager, en fait, ces acquis, eh bien, on les invisibilise. Et en ce sens-là, ça me ramène un peu avec ce que Mireille Neptune-Anglade avait dit elle-même, c'est que quand on parle du patrimoine, ça invisibilise l'apport de la moitié du développement. Parce que les femmes, elles représentent vraiment la moitié, légèrement plus. Maintenant, quand on ne parle pas de leur histoire, quand on ne parle pas de ce qu'elles détiennent comme capital économique, socio-culturel, eh bien, vous voyez comment on peut avoir une société néo-bas. Mais en plus, c'est que les impacts, eh bien, on peut les voir. Parce qu'aujourd'hui, quand on va sur les statuts quand on va sur les places et qu'on prend les statuts qui sont érigés comme étant des modèles, des héros, ces personnes-là qui sont les braves, les intrépides, eh bien, pour moi, en tant que femme, quand je vois ça, ou pour toutes et filles qui grandissent, et vous allez voir, par exemple, rien qu'avec cet exemple, vous pouvez déjà voir pourquoi c'est les gens de le peser ici. Un petit monde qui a sur place, le pays, ouais, et de Saline, eh bien, qui ça veut dire pour un petit garçon, qui ça veut dire pour un petit fille, pas veut dire même bagarre. Pour petit garçon, eh bien, il sentit le content parce que, lui, ouais, il y a un garçon tant cool, qui c'est un garçon tant cool, il est honoré dans la société. Et lui-même, il sentit que, OK, le grand, il t'a aimé tant cool. Il t'a aimé, il mettait dans l'espace public où il a valorisé le temps cool. Mais si fille à lui-même qui s'arrête, c'est un peu une perception qui est un peu généralisée, c'est que pendant autant que l'effort, mais le terme en était dans un cadre, côté que force lui en lui-même, il brimé, il pas valorisé, il dépossédé de lui, eh bien, il vient sentir, il obligé d'un chef pour protéger, ou qui ont l'autre chef, qui est bon ou soit mauvais. Et c'est comme ça. Pardonnez-moi, madame. Pardonnez-moi, madame. On va utiliser certainement. Mais bien sûr, ça a rapport en fait à l'impact de cette visibilité des héros que vous pouvez adapter à différents domaines, à différentes situations, et c'est très important, justement, ce que cela implique, ce que cela a comme impact. Ça dépossède l'actrice de son existence symbolique, ça fait taire, en fait, et ça l'enlève c'est quelqu'un qui ne peut plus influencer. Et ce que je te dis là, justement, c'est de ça qu'on a besoin. Même je parler de statut. Est-ce que je parler de statut? Ok, m'a fait des programmes, m'a parlé de statut. À qui ça sera utile? Eh bien, ça aide nous penser justement question rôle de gens, comment ils construit. Et là, il y a un statut de héros qui ça veut dire pour un petit fille qui a grandi. Il paraît qu'on valorise les femmes. Et là, on va valoriser les femmes. Est-ce que lui-même, il a envie d'un modèle ou soit il a envie d'une compagne, un modèle? C'est pas sortir en contexte. Parfait. Non, c'est ça, c'est en contexte. Alors, moi, la question que j'ai, de toute façon, on ne va pas prolonger ce débat, vous comprenez la tour pour cela. Oui. Et je remercie Willem pour la question. C'est pas une question qu'on pourrait répondre par oui ou par non, puisque il peut y avoir différents contours. Mais lorsqu'on essaie d'analyser, il y a déjà, qu'on pourrait prendre par exemple, ça pourrait être un lien inconscient. Si l'on se, si l'on fait référence, par exemple, à la constitution du Parlement à l'époque,
il y avait que les hommes, donc ce sont eux qui légifèrent, ce sont eux qui pensent, et ce sont eux qui pensent les choses. Donc, du coup, ça pourrait venir du fait qu'il y a comme, ils pensent pour les hommes. Mais ça, on peut le poser aussi comme étant quelque chose qui participe à renforcer l'ordre social de l'Union, en ce sens que si on voit, par exemple, cette résistance qu'il y a aujourd'hui pour les femmes de s'imposer, pour revendiquer leurs droits, pour prendre place à ce qui leur revient de droit, mais pourtant, il y a toute une lutte acharnée pour pouvoir s'imposer, et bien, on peut comprendre aussi que invisibiliser les femmes participe à garder cet ordre social qui est d'ailleurs le socle même du patriarcat, qui met en avant les hommes, qui les privilégie. Parce que lorsqu'on met à côté les femmes, c'est vraiment, on leur décapitalise, on leur dépossède de tout ce qu'elles ont comme apport. Et en un sens, c'est comme si on les élimine. Vous n'existez pas. C'est que en tant qu'actrice, on vous dépossède de toute existence symbolique. On ne parle pas de vous, vous n'existez pas. On ne vous voit pas, vous n'existez pas. Et comme ma collègue Winnie l'avait dit tout à l'heure, ça va jouer aussi sur la question de modèle identificateur des femmes. Par exemple, moi, j'étudie aujourd'hui, je m'intéresse à des choses pour faire avancer les réflexions sur l'évolution des droits des femmes. Mais si je sais qu'il n'y aura aucun espace dans lequel je pourrais publier ces recherches ou ces espaces de débat où je pourrais montrer comment il est nécessaire de poser en fait ces enjeux, voilà les impacts que ça a. Je sais qu'on ne va pas en parler. Eh bien, du coup, ça me décourage justement de m'investir en ce sens. J'ai pas un rôle modèle. Donc, quand on fait en sorte que les histoires des femmes ne sont pas racontées, on a des histoires qui sont tues, on a des histoires qui sont occultées, et que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique, eh bien, c'est une grande violence qui est faite à ces femmes-là et au niveau du patrimoine culturel. C'est comme effacer leur mémoire, comme si elles n'avaient jamais existé, elles n'avaient jamais rien fait. Et c'est en ce sens-là que je pense que parler des matrimoines, justement, c'est leur faire justice. C'est une forme de justice sociale, justice épistémologique qui peut restituer, en fait, qui peut corriger cette inéquité, cette inégalité. Et heureusement, nous avons déjà déjà trop fort dans la question qui allait suivre, qui concerne particulièrement la notion, le concept même de matrimoine. Effectivement, la prochaine question